Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à déjà la conclusion de la saison 2. Ça va super vite, on a eu des invités autant saison 1 que saison 2, des invités complètement incroyables du début à la fin, des gens inspirants, des gens qui ont amené une plus-value à l'émission. Et puis aujourd'hui, je vais discuter avec mon grand ami, sommelier, entrepreneur, quelqu'un qui me passionne au quotidien, Monsieur David Léon. Bonjour David. Nick pour la belle introduction. Bonjour, merci. Merci à toi. Merci d'être là épisode après épisode. Je suis très content, tu vois, à la fin de l'épisode 2 d'être toujours présent. Ça veut dire que mon travail est assez bien récompensé. Je te remercie beaucoup pour ça. Et puis, tu sais, on ne peut pas commencer. Tu me dis, je te dis, je bois plus. Tu sais que je bois plus. Mais voilà, je l'avais caché. Ah, il l'avait caché. Je ne peux pas te faire ça. Ah, là, je suis heureux, par contre. Obligatoirement, là, on va goûter ça ensemble, on va découvrir ça ensemble. En juste une petite minute. Tu vas prendre une gorgée? Bah oui, je vais prendre une gorgée avec toi. Bah oui. C'est un honneur. Donc là, on fait un cheers à quoi? On va déjà sentir le vin. On va déjà regarder un petit peu, comme d'habitude, ça va être un mini concept là donc le vin est très jeune, il descend très très vite, la larme est très très rapide. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'alcool. On est sur un Sauvignon blanc français de la région de Sancerre. Donc, c'est des vins assez vifs qui vont avoir un petit peu d'agrumes. Et puis, on passe au nez. Qu'est-ce que tu as au nez? Oh, waouh! C'est bon. C'est très, très bon. Très fruité. Très fruité, ouais. Quel fruit, toi? Il y a un fruit qui ressort très bien. La pêche? Oui, pêche blanche. Et le deuxième qui est par-dessus, qui est un petit peu dans l'agrume, c'est la clémentine. Je sais pas si tu l'as. Ouais. Regarde, ça. Quand tu croques une clémentine, tu sais, tes doigts, là, quand tu épluches une clémentine, c'est exactement la même odeur. On passe à la bouche. On peut trinquer si tu veux avant. Comme si on était amis. Voilà, merci. Santé. Merci. Oh, il est super léger. Hein? Il est très, très doux. Wow. Ça, c'est délicieux. On appelle ça soyeux. Annie, tu veux-tu prendre la bouteille? On va donner une dégustation à toute l'équipe. Oui. C'était l'objectif en fait de ça, c'est de partager ce moment, de fêter ensemble la fin de la deuxième saison. Donc pour toute l'équipe, là, on va offrir un petit verre qu'on partage ça ensemble. C'est un travail d'équipe parce que c'est un super travail d'Altom Image. Hein, je veux dire, le studio est exceptionnel. Les gens le savent peut-être pas. On a combien de personnes qui travaillent ici au quotidien à chaque épisode? 5-6 personnes? On est 5 personnes qui sont en arrière de tout ça. Les gens, ils nous voient principalement nous deux à la caméra, mais le succès sans toute l'équipe en arrière, c'est ça, il faut les féliciter parce que le montage est super, la qualité audio, les gens sont accueillis comme des rois. Toi, t'as tout le temps des réflexions positives sur l'accueil, sur la qualité, sur le professionnalisme. Ils sont même surpris qu'un podcast soit aussi bien monté. Ils ont l'impression d'avoir pas une production hollywoodienne, mais presque. Hein. Donc, félicitations, c'est grâce à toi tout ça. C'est à ton image, tu sais, qu'on disait. Donc, moi, je vois dans ce que tu m'as appris il y a quelques années, quand on s'est connus il y a 7-8 ans, toutes les qualités en fait, que tu as, ils reflètent ici. Tu sais, c'est vraiment la rigueur, le professionnalisme. Il y a l'empathie aussi avec les gens, la façon dont tu traites les gens, la façon dont on faisait on s'est mis en cohésion et puis on discute. On n'a même pas fait la prière aujourd'hui. Non, on n'a pas fait la prière aujourd'hui. On est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais tout ça, c'est à ton image. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi bon. On parlera un petit peu, si tu veux, des invités tantôt qu'on a reçus en saison 2, mais on a encore une très 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 belle saison, même meilleure peut-être que la une. Tu le sais, hein, toi aussi, tu étais dans l'armée, puis moi aussi, mais souvent dans l'histoire militaire, on parle des généraux, des présidents qui ont. Mais tu sais, sans les soldats, il n'y a rien qui se passe autour de ça. Fait que j'envoie les fleurs à toute l'équipe et à toi aussi. Merci. Parce que l'authenticité que toi aussi t'apportes, la sincérité, bref, je pense qu'on fait une super belle équipe. Et puis, c'est un bel ensemble. Puis je suis fier de tout le monde. Je suis fier de qu'est-ce qu'on fait. Donc ici, on fait un recap de la saison 2 sur tous nos meilleurs moments avec nos invités, hein, tous des invités incroyables. Y a-tu des moments, toi, qui t'ont frappé? Y a-tu des invités, des discussions qu'on a eues vraiment qui t'ont fait résonner? Je vais commencer par le premier parce que celui qui m'a le plus surpris, c'était un peu différent aussi. On parle de Wally. Comment être aussi humain, être aussi simple dans la vie quotidienne et avoir vécu autant de choses sur le terrain. C'est fou, hein? Comment ton cerveau peut s'adapter aussi bien, c'est vraiment moi quelque chose qui me surprend parce que cette personne-là, tu sais, on peut dire gens ont tout vécu, mais lui, il a vraiment vécu des choses émotionnellement très, 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 très fortes. Tu sais, ta vie est en danger quotidiennement, et puis il est
un entrepreneur à succès aussi. Ça, les gens le savent très peu, mais il a une compagnie dans les technologies informatiques. Et puis, c'est sa passion. C'est un passionné. Et cette personne-là m'a vraiment touché par justement sa force de caractère, sa force mentale. Tout ce qui est psychologique, là, ça a été me chercher. Donc, j'aime ces personnes-là là, qui m'inspirent, tout simplement. Ouais. Parce que toi, tu sais ce que c'est l'armée, d'avoir été... Ben oui, 100%. Et comment de faire la part des choses, d'arriver ici, puis de ne pas avoir cette psychose en arrivant, de pouvoir, non, bah regarde, là je suis à la maison, je suis tranquille, et puis là, il y a une heure, il n'y a pas une heure, mais il y a une journée, j'étais en Ukraine. C'est allongé. C'est difficile pour nous, le public, de concevoir. Donc, ça, c'était un superbe invité pour moi. L'épisode, à écouter et réécouter. Puis après, on a eu des histoires à succès comme extraordinaires. On a eu Sana et puis Patrice. Le couple, là, c'est pour le couple. Tu sais, pour moi, honnêtement, Sana, Patrice, puis Geneviève Evrel et puis Nick Lavoie, pour moi, c'était 2 épisodes. Tous les invités sont incroyables, mais 2 épisodes vraiment coup de cœur parce qu'ils ont apporté quelque chose de différent en tant que couple. Personnellement, moi, ils m'ont montré que la complicité, c'est essentiel, puis 2, c'est inspirant. Là, fait que les 2, parce que si tu regardes, j'ai pensé à ça quand on a eu les couples, ça m'a allumé une lumière. Les personnes les plus influentes dans ce monde-là, les personnes qui ont réussi, ou même les présidents, tu sais, Barack Obama, sa femme, Trump, sa femme, Hélène. Ça, je parle des présidents américains, mais je peux parler des sports, ou je peux parler de l'entrepreneuriat comme Patrice et Sana, justement. Et je trouve qu'il y a une corrélation entre s'ils ont réussi à avoir une grosse business, ils ont aussi réussi à conserver leur couple. C'est incroyable. Et je pense que conserver son couple, c'est beaucoup plus dur que d'avoir une grosse business. Présentement, on a beaucoup plus de défis de couple. On a énormément de défis dans les grosses business, et c'est certain, mais le défi de couple, c'est quelque chose de majeur parce que c'est les émotions en permanence. Et puis quelqu'un qui arrive à conserver son couple, qui arrive à bâtir ça et puis à le rendre plus fort ensemble, ça donne tous les éléments pour réussir après en business. Et il y a une belle corrélation entre la vie de couple, les gens qui sont depuis longtemps en couple, les gens qui ont des très très grosses business ou qui sont très populaires. Ils n'ont pas réussi pour rien, c'est qu'ils avaient déjà des qualités intrinsèques en eux là, pour déjà bâtir. Et la communication, je pense que c'est la base de tout ça. Bien dit. Donc c'est super, hein? On a vraiment... Tous les invités qu'on a eus sont complètement incroyables, mais sans plus tarder, on vous laisse sur les meilleurs extraits de la saison 2 et puis on se reparle à la fin de cette émission-là. On disait que monter une montagne, c'est un travail d'équipe. As-tu une équipe autour de toi ici au Québec là, qui t'aide dans ta préparation, je veux dire ta famille, des choses comme ça? Ou... C'est ça, il y a un entourage. C'est sûr que, tu sais... dans la famille, là, ma mère qui m'aide beaucoup, qui est ma fan numéro 1. Puis après ça, j'ai tout un entourage de personnes avec qui je vais travailler certains aspects, tu sais, des 5 compagnons d'entraînement. Ben, c'est un entourage qui est important parce que c'est motivant de s'entraîner avec des gens toujours tout seul. C'est moins motivant. Après ça, j'ai mon coach Guillaume qui est une ressource hyper importante dans mon parcours depuis le début. Donc, c'est sûr que j'ai un bon entourage ici comme à la montagne. Ouais. Complètement incroyable. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut monter une montagne? Je saute beaucoup du coq à l'âne, mais parce que quand je te parle, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut monter une montagne sans avoir un Sherpa ou est-ce que c'est possible? Ben, en réalité, les Sherpas, c'est une communauté au même titre que nous ici, on a les Premières Nations au Québec. Ben, la communauté Sherpa, c'est une communauté qui sont au Népal. Après ça, tu as les Tamangs, tu as plein de communautés. Donc, les Sherpas, les petits-enfants sont Sherpas, les grands-parents sont Sherpas, tout le monde est Sherpa. Et puis, cette communauté-là, historiquement, est reconnue pour avoir des aptitudes physiologiques pour s'acclimater à l'altitude. Donc, eux, souvent, sont nés à 3-4 000 mètres d'altitude, ils ont le sang plus épais, ainsi de suite. Ils ont des cages thoraciques plus grandes. Donc, sont prédisposés. Donc, les Sherpas, c'est propre au Népal. Je comprends. Donc, quand on va au Népal, on va parler d'un Sherpa. C'est le guide, c'est la personne avec qui on travaille, avec qui on grimpe. Donc, dépendamment du pays, pour répondre à ta question, c'est que dépendamment du pays que tu vas faire ton ascension, ben tu auras un Sherpa ou pas. Si tu vas au Népal, tu vas avoir un Sherpa. Si tu vas
en Argentine, au Pérou ou en Bolivie, ben là, tu vas avoir un guide de montagne, tout simplement. Mais est-ce que ça en prend un pour monter? Mettons l'Everest, est-ce que ça t'en prend absolument un? Ou? Oui, en fait, ça serait vraiment téméraire puis audacieux de s'aventurer sur ces montagnes-là, sur toutes les montagnes, en fait. Je pense que c'est très judicieux de s'entourer de personnes qui ont déjà gravi cette montagne-là avant de toi-même te lancer sur la montagne. Lui, il dit, mettons, tel spot il est plus dangereux, puis ici. Oui, ils connaissent bien la montagne. Tu sais, je repense à quand on a traversé le Khumbu Icefall. Ça, c'est l'endroit entre le camp de base puis le camp 1 où il y a toutes les crevasses, les échelles qu'on voit. Ça doit faire peur. Ça, il y a des zones qu'on est exposé au sérac. Les séracs, c'est des blocs de glace gros comme des immeubles. Le Sherpa, lui, il va te dire, OK, à tel endroit, ici, on peut prendre une petite pause. C'est plus sécuritaire. Ouais. Mais toi, tu pourrais pas comme deviner ou savoir que cet endroit-là est plus sécuritaire. Donc, l'importance d'être avec ces gens-là est capitale. Ils sont là pour te protéger, s'assurer que tu es en sécurité, mais aussi sont là pour t'aider avec l'équipement. Donc, dans les rotations, ils vont traîner beaucoup plus de matériel que toi pour emmener ça dans les camps supérieurs. Ils font une job incroyable. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, jamais j'aurais réussi à faire l'ascension des 3 montagnes de 8000 que j'ai fait sans Renji. Ça, c'est sûr. Mais lui, je pense que tu avais déjà dit en entrevue que c'était un très bon Sherpa. Ah, c'est un des... Moi, j'ai la chance d'avoir un des plus expérimentés. Il a fait 27 montagnes de 8000 mètres. My God. Fait que c'est assez impressionnant. C'est toi qui l'as choisi, tu as fait tes recherches à savoir, moi, je veux lui? Écoute, c'est le hasard de la vie qui a fait en sorte qu'on se rencontre. Mais ensuite de ça, après avoir fait la première, ben là, tu sais, je voulais revoir le même. Puis aujourd'hui, en pensant aller à mon 4e 8000 mètres, ben là, c'est sûr que je veux avoir Renji avec moi. Tu sais, on a développé une complicité, les deux ensemble. Puis souvent, on se regarde, puis juste avec le regard, on n'a même pas besoin de se parler. On sait si c'est le temps de prendre une petite pause ou de continuer. On sait, tu sais, on communique comme un vieux couple, là, en réalité. Ouais. Puis vous parlez même pas la même langue. Non, c'est ça, on parle pas la même langue. Fait que non, c'est un grand privilège d'avoir ces gens-là avec nous, puis c'est indispensable. Je racontais ce principe-là du focus, puis là, il dit, ouais, mais tu connais la légende des 2 loups. Hein? Est-ce que tu connais la légende des 2 loups? Je connais pas, non. La légende des 2 loups, c'est le grand-père qui est du village qui raconte une histoire à son petit-fils. Puis il dit, tu sais quoi, à l'intérieur de moi, là, en ce moment, là, j'ai une bataille entre 2 loups. Un loup qui est plutôt mesquin, vicieux, négatif. Tu sais, il va prendre la nourriture des autres, il va manger en premier, tu sais. Puis il y a un autre loup qui est plein de gratitude, plein de joie, qui va partager, qui va inviter les gens autour de la meute. Mm-hmm. Et puis, ces 2 loups-là, ils se battent constamment. Puis là, le petit garçon, il regarde son grand-père, puis il dit, oui, mais quel loup gagne la guerre, grand-papa? Puis si je te pose à toi cette question-là, selon toi, quel loup va gagner la guerre? Celui que tu laisses gagner? Ben, en fait, c'est celui que tu nourris. On aimerait que ça soit le bon loup, puis il y en a qui vont dire « Ah, c'est le loup plutôt négatif parce que... » C'est le loup que tu nourris. Fait qu'à un moment donné, c'est certain que si tu mets le focus sur les choses autour de toi qui ne fonctionnent pas, ben tu vas en trouver des choses qui ne fonctionnent pas. Si, au contraire, tu nourris l'autre loup, ben tu vas finir par... Tu sais, ton focus devient ta réalité, là. C'était un maître Jedi dans Star Wars, qui disait ça aux jeunes Padawans, là, aux apprentis Jedi. Ton focus devient ta réalité. Puis tu finis par trouver ce que tu cherches. Même tes clés. Non, mais tu sais, dans la vie, on finit par trouver ce qu'on cherche. Donc, choisis qu'est-ce que tu cherches. Choisis ton focus. Puis là, ben, à un moment donné, tu vas passer à la 2e étape. Puis la 2e étape, c'est prends action.
Tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un pas. Il va falloir que tu décides ce pas-là, il va être dans quelle direction. Tant qu'à faire, prends-le vers l'avant. Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'on grimpe le Kilimandjaro, mais l'idée, c'est fais un pas que tu es capable de contrôler. Un pas. Puis, tu sais, c'est à toi de te demander à ce moment-là, est-ce que je suis dans ma zone de confort? Est-ce que je suis dans ma zone d'inconfort ou je suis dans ma zone de panique? C'est rare qu'on est dans notre zone de panique, là. Tu sais, qu'il y a un grizzly qui te court après, c'est rare dans la vie, là. Quand même. Mais dans notre zone d'inconfort, puis moi, j'aime pas l'étiquette de cette zone-là. Moi, je l'appelle la zone d'étirement, le stretch zone. Parce que s'il suffit qu'on s'étire, puis tout d'un coup, on se sent bien. Donc, dans nos vies, c'est correct de s'étirer un peu. Tu vas pas passer ta vie dans ta zone d'étirement, là, à faire du stretching, mais tu vas y aller, puis là, tu vas te sentir mieux, puis là, tu vas venir dans ta zone de confort, puis tu vas venir de l'étendre un peu, puis ainsi de suite. Donc, c'est ça, dans le fond. Si jamais t'es pris à quelque part, choisis sur quoi tu focuses, puis choisis quel loup tu nourris. Deuxièmement, est-ce que tu es dans ta zone de confort ou est-ce qu'il y a moyen que tu t'étires un peu? Puis finalement, fais un pas. Pas plein, un. Amène ton momentum dans le positif. Avance. Va de côté. Puis là, il y en a qui vont me dire, oui, mais faut tout le temps que tu avances. Non. Avance, va de côté, va à reculons, mais l'idée, c'est ton momentum, il ne peut pas être tout le temps à zéro. À un moment donné, bouge. Bien dit. Bien dit. Le but du podcast, c'est de donner des nuggets aux gens, tu sais, puis d'essayer de les inspirer d'une façon ou d'une autre. Fait que je pense qu'on fait exactement ça aujourd'hui. Dis-moi, Martin, une grosse question, là, c'est deep un peu, là, mais ton why à toi, c'est quoi? Le fameux why. Tu sais que... Est-ce que tu y crois au why? Tout à fait. Ça fait partie de mes conférences. Je crois qu'il y a beaucoup de pression sur les jeunes pour qu'il y ait un why tout de suite en partant. Tu sais, ils sortent de l'école. Et plus âgés aussi. Et plus âgés aussi. Puis, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, relâche la pression, là. Même si le temps passe vite puis la vie est courte, à un moment donné, là, t'as le temps, là. Fais des expériences à gauche, à droite, puis à un moment donné, tu vas te retrouver puis tu vas être là comme... Aïe, moi, je trippe, là. Moi, je suis bien comme ça. Puis peut-être que là, ça va être le temps où tu te dis, ouais, c'est peut-être ça mon why. Tu sais, moi, je me rappelle, on était dans la voiture avec un de mes bons amis, Jean-François. On revenait d'une conférence à Québec, dans le temps. Et puis, il me regarde puis il dit, hey, toi, Martin, tu vas-tu donner des conférences de même toute ta vie? Tu sais, tu pourrais aller en marketing, tu es un créatif. Tu pourrais donner du coaching en leadership. Là, j'étais là comme, non. Moi, je pense que je vais continuer à donner des conférences comme ça. Puis c'est là qu'il m'a demandé pourquoi. Puis pour la première fois, je pense que j'avais 37 ans à l'époque, je me posais la question, pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai toujours été dans le milieu du coaching, de l'enseignement, de la formation? Pourquoi? Puis c'est là que j'ai cherché à gauche, à droite. Je suis allé voir les Simon Sinek, les Tony Robbins et ainsi de suite là, de l'Internet. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi je fais ce que je fais? Puis c'est là que j'ai trouvé mon why à moi, mon pourquoi. Puis, dans ma découverte de mon why, j'ai réalisé qu'un why, ça pointe pas vers l'intérieur. Ça pointe vers l'extérieur. On accepte l'immigration qui se reproduit. Alors, si on accepte 150 000, l'année prochaine, ils vont être peut-être 300 000, eux autres, là. Ils vont se reproduire. L'année d'après, 400 000, 500 000, en plus de ce que tu vas accueillir. Fait que l'objectif d'atteindre 100 millions au Canada d'ici l'an 2100 est faisable. Non pas juste avec l'immigration, mais avec l'accroissement de la population. Alors, tout cet accroissement de population-là, obligatoirement, va créer une économie à tous les niveaux. La nourriture, les routes, je l'ai énuméré tout à l'heure. Tout ce qu'on a de besoin pour qu'une société puisse vivre. Alors, et là, bien évidemment, avec ce qui se passe actuellement, il faut retrouver une certaine autonomie. Ça va prendre du commerce extérieur, comme il y en a toujours eu. Ça va prendre des échanges commerciaux, des équilibres d'échanges commerciaux. Mais il faut apprendre à avoir de plus en plus d'économies autonomes. Sauf certains milieux, la nourriture, bien, c'est sûr qu'il y a des fruits et légumes, nous autres, on en a juste l'été. Donc, on va toujours être dépendant d'une importation. Mais moi, j'ai vécu toute ma jeunesse des fraises, et il y en avait juste l'été.
Des pommes, on avait juste l'automne. Des patates. Mon père, il a acheté 50 poches de patates, puis il mettait ça dans le sous-sol. Donc, on vivait avec ce qu'il y avait, selon les saisons. Alors, peut-être qu'on peut revenir à la nourriture saisonnière aussi, on ne sait pas. Est-ce que c'est possible dans un pays de surconsommation comme on est? Ou... Ben, tout est possible. Si tu n'as plus, tu vas faire quoi? Tu vas mourir parce que tu n'as plus de fraises? C'est sûr. Les tomates, tu vas mourir parce qu'il n'y a plus de tomates. Ben, tu vas manger d'autres choses. On s'adapte à tout. Hein? On est une société gâtée parce qu'on a tout. La mondialisation a été très bonne, mais là, on est rendu à la saturation de la mondialisation où on a tout déséquilibré. En ne faisant pas attention où on exportait, où on importait. Et là, on réalise que, c'est vrai, on aurait dû faire attention. Fait qu'on se réveille. Et collé au pied du mur comme ça, la créativité, automatiquement, est obligée de rentrer en ligne de compte. Wow. Puis si on en revient à l'immobilier un peu, moi, je suis curieux d'avoir votre opinion sur un spécialiste de l'immobilier. Ça va être quoi l'immobilier dans 10 ans? C'est pas tellement loin, 10 ans, mais il y a des changements qui vont arriver d'ici là, c'est sûr. C'est là. C'est là, oui. C'est là, parce que historiquement, nous autres, on vivait dans 1200 pieds carrés par appartement. Ouais. Okay, c'est grand. Mais là, avec la densification et le coût de construction et le coût du terrain, dans le même espace, en mètres cubes, tu vas être obligé de faire plus d'appartements. Donc, moins de superficie par appartement. Mm-hmm. Ensuite, regarde les prix que c'est rendu. Là. Moi, j'ai visité l'hiver dernier la petite Havane à Miami pour acheter là parce qu'il y a fort potentiel pour l'optimisation. Okay. Et là, déjà, ça vit 2 familles. Un 3,5, 2 familles. Ici, c'est impensable, mais c'est ce qui va arriver. OK? Parce que les gens qui viennent de l'extérieur sont habitués à une certaine style de vie, j'oserais dire jusqu'à une certaine misère ou façon de vivre. Mm-hmm. Et pour eux autres, c'est normal de vivre 2 familles. Pour nous autres, c'est inacceptable. Pour eux autres, c'est... Alors, on voit très bien ce qui s'en vient. On voit c'est très bien dessiné. Alors, des appartements plus petits. Et on le voit très bien. Il y a des condos là, qui ont de la misère à vendre parce qu'ils sont trop grands, sont trop chers. Parce que tu as de l'acquisition, mais pas ça, faut que tu les gardes. Tu as des coûts d'opération, des coûts de gardage. Et alors, ça s'en vient. C'est déjà là. On construit plus petit. Parce que le coût du terrain est tellement élevé qu'il faut que tu aies plus d'appartements, moins de superficie, dans le même total de superficie. Et la densification par appartement. He explains how to manage your time from A to Z, how to avoid time vampires, how to get it going so that you could accomplish all these things. And I just did an Instagram about this. I said, how come there are people like Jeff Bezos, Elon Musk, Barbara Corcoran, they all have the same thing we have. The same amount of time in a day, yet they accomplish so much more. Mm-hmm. Because they practice certain principles. Let me give you an example. Dan Kennedy does not believe in meetings. He thinks meetings are a waste of time. Okay? Guess what? Mr. Amazon, Jeff Bezos, doesn't believe in meetings either. Do you understand? Success leaves clues. Maybe they wake up at 3:50 and they put lemon in their water. I don't know. That too. But then you have someone like Alex Hormozy. He's my latest. Do you follow Alex Hormozy? No. Well, I'm happy I'm talking to you today. Totally. I've introduced you to 3 things now, okay? I'll have to listen to the show again just to write all that down. Yeah, for sure. So Alex Hormozy is my latest, just everything that comes out of his mouth. I start thinking, how does he even think of this shit? Like, he's a genius. He's brilliant. He doesn't believe that. He says you could wake up at 8 a.m., start your day then. You don't have to make your bed and you don't have to drink lemon water. Mm-hmm. You don't have to put your head in a bucket of ice either, and you could still be successful. So it's about picking up little habits here and there. So how do I fit talk to me about your day from sunrise to sundown. So I use Dan Kennedy's principles of time blocking and avoiding time vampires. And I have some really amazing friends and family that understand me because they're good friends and they're real friends and real family. And they understand Tat's not answering the phone unless I call her at a certain time. So there's something called time vampires. We just don't know them. Okay, we're not conscientious of them. So for example,
your best friend who calls you and starts talking about nothing. Happened yesterday. Right. And you love your friend and he's your best friend or she's your best friend and you're just there on the phone. It's one thing for the first 5 minutes. It's okay. But then 20 minutes, 45 minutes in, you're talking about nothing. That's 45 minutes you're never getting back. You could close a deal in 45 Yes. minutes. Or how about lunch meeting? I've done 2 videos on it. There is no reason to go to lunch with a client. You want to celebrate? Okay, celebrate in the evening if you want to. I just don't have time to celebrate. I sold their house, mission accomplished, fait accompli. Next. Voilà, une bouteille de vin, merci beaucoup. Thank you, David. You're wasting time. Yeah. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, OK, je lâche mon confort d'ici au Québec pour aller là-bas? Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent, puis c'est une question que je trouve tellement évidente que je la trouve un peu déstabilisante parce que c'est comme si tu demandais à un médecin, hey, pourquoi, comme médecin, tu as soigné quelqu'un qui a fait une crise cardiaque dans la rue? C'est comme, c'est parce que je suis un médecin, je suis en mesure d'aider, il y a quelqu'un qui est en besoin et je l'aide. Je comprends. Mais on est à une époque, étrangement, où c'est pas nécessairement évident. Cette réponse-là n'est pas nécessairement évidente. Ça me surprend, mais en même temps, ça me déçoit un peu parce que le fait qu'on doive se poser cette question-là me dit peut-être c'est pour ça que justement la guerre traîne en Ukraine. C'est parce qu'on n'est pas convaincu tant que ça que c'est nécessaire. Puis quand quelqu'un y va, on est même surpris que quelqu'un fasse ça. On est comme, là, c'est loin, c'est pas ta guerre, etc. Puis, parce que la guerre en Ukraine pourrait être gagnée très rapidement. L'économie de la Russie est quand même faible. C'est l'économie même pas de l'Italie, là, en termes de produit intérieur brut, OK? Puis là, ils ont, avec les sanctions, etc., leurs capacités sont extrêmement amoindries. Puis pourtant, depuis des années, on laisse quand même ça relativement traîner, alors qu'on a là, une capacité vraiment de pouvoir en finir très rapidement. Là. Mais on le fait pas, parce que c'est une question de volonté, une autre de capacité. Puis justement, quand on me pose la question pourquoi que tu as été le faire, là, peut-être c'est révélateur justement de cette non-volonté collective-là. Parce qu'on voit pas ça comme quelque chose d'évident dans lequel on doit prendre part. Mais bon. Wow. Une autre question? Wow, incroyable. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. Ben oui, d'autres questions, mais là, si on recule puis on va parler de la compagnie d'informatique avant, parce que là, on apprend à se connaître. Puis on va sauter de temps, puis on va aller parler d'intelligence artificielle. Comment, on a parlé un petit peu tantôt, comment est-ce que tu l'as vécu quand tu es arrivé en Ukraine pour la première fois? Là, il fallait que tu trouves un arme? Je pensais pas survivre. Ouais. C'est une époque, il faut se rappeler un peu. Là. Tout le monde pensait que ça serait fini très rapidement. On recule à combien de temps? Là, on est 2022. Là, aux nouvelles, il y a des rumeurs de guerre. Puis là, paf, un bon matin, les bombes tombent partout, le bombardement. Il y a des centaines et des centaines, sinon des milliers de véhicules blindés de toutes sortes d'avions, de missiles qui rentrent partout en Ukraine. L'Ukraine n'est pas prête. L'Ukraine est une armée mal équipée, encore en formation, etc. Puis là, l'OTAN sort de tout ça. Moi, quand j'ai atterri en Pologne pour aller à la frontière, c'est pas vrai que l'OTAN était derrière l'Ukraine, là. Okay. J'avais du monde qui des informateurs à l'interne aussi dans l'armée, qui dans plusieurs forces armées, qui me disaient on plie bagage là. On voyait littéralement les avions cargo s'en aller en direction opposée. C'est comme là, toi tu t'en vas te foncer là-dedans. Puis la Russie est la deuxième armée au monde. Là. Ouais. C'est fini, là, l'Ukraine va tomber. Puis là, le monde me dit, les Ukrainiens, c'est des Russes, là. Fait que, ils vont te capturer, puis t'es fait, là. Okay? Puis en plus que tu médiatises ton affaire, c'est fini, là. Tu vas te faire exécuter ou en prison à vie en Russie, c'est terminé pour toi. Là. C'est dans ce contexte-là que je suis rentré. Puis en plus de ça, je savais le danger. Tu sais, tu fais face à une armée moderne, donc une armée avec des viseurs thermales, des missiles guidés, des bombes thermobariques. Qui est complètement différent que l'Afghanistan. Avec des soldats professionnels, c'est ça. Fait qu'ils sont full équipés. Puis toi, t'as pas d'équipement. T'as rien de ça. Puis ton armée qui t'entoure, tu parles même pas leur langue. Puis tu sais même pas quand ça va s'effondrer, tout ça. Puis là, tu vois les flèches sur la carte, parce que je suivais ça avec mon cellulaire, mettons, à l'aéroport. Moi, je me rappelle encore, j'étais à l'aéroport. Puis là, t'es devant la gate, là. C'est live, là. Tu t'en vas, là. Ah oui, oui. Puis là, j'étais comme... Tu vois les flèches et les cartes d'analyse des situations. Puis là, tu fais comme...
me rappelle, ma main là, a commencé à shaker. Puis des fois, j'en parle dans des conférences, là, puis j'en shake tellement que je me rappelle de ces situations-là, puis d'autres situations. Puis j'étais comme, c'est pas, je vais mourir, là, c'est sûr et certain. Là. T'avais peur, là? Oui, t'as peur, mais je suis pas capable de m'empêcher d'y aller parce que c'est un devoir trop important. Ouais. Mais je shakais de même. Là, tu vois les flèches, là, comme si tu analysais une carte de la Deuxième Guerre mondiale, puis tu vois les tanks nazis aller partout. Puis quand tu vois live que c'est en train de se passer, puis tu sais pas comment que ça va finir, c'est complètement différent que faire une analyse historique d'une bataille. C'est tellement différent. Les gens peuvent pas s'imaginer comment que ces flèches-là sont extrêmement terrorisantes. Puis là, tu te garoches là-dedans. Là. Tu vois les flèches qui encerclent les villes, là. On se rappelle. Puis là, toi, là, il reste juste une petite affaire pour rentrer, puis là, tu t'envoies entre les flèches. Wow. OK? Puis c'est des flèches gigantesques, puis on parle de convois à perte de vue. Le principal problème des Russes, c'était qu'il y avait tellement d'équipements qu'il y avait des embouteillages. Quand tu combats un ennemi, qu'il y a tellement de ressources qu'il est même plus capable de les acheminer parce que les routes sont trop petites pour ses armées, tu te dis, je vais me faire démolir. Là. C'est un miracle que je ne sois pas blessé et que je ne sois pas mort. Qui allait voir et où aller? Ça, c'est une autre affaire. La rapidité d'exécution était plus importante que la perfection d'exécution. Donc, il fallait se garrocher. J'avais en vue, moi, j'avais l'exemple historique de la bataille de France en 1940 entre l'Allemagne nazie et la France et les Alliés, les Britanniques, le Commonwealth, etc. Les Américains étaient pas à l'époque impliqués. Puis moi, ça s'est fini en 6 semaines. La bataille de France a pris 6 semaines. Début de la bataille, capitulation environ. Mais la grosse partie décisive s'est passée en 3 semaines. Bataille de Dunkerque, etc. Encerclement des Ardennes. Moi, j'étais là. Moi, ce que je me suis dit, c'est tellement rapide, une guerre comme ça, que c'est une question de rapidité et non de perfection. Donc, pas question d'aller à l'ambassade, faire des démarches administratives. Tu rentres là, on fonce, esprit. On ramasse le plus de monde possible. Ceux qui sont pas capables d'être là à temps, fuck it. On va te contacter après. Fait qu'on avait plein de groupes, des envolés, là. On avait des cohortes là, qui attendaient en ligne, puis il y avait plein de monde qui hésitait aussi. Parce que là, c'était terrorisant. Là. Le monde était là, je vais mourir là. Fait que là, t'avais des gars là, avec des backgrounds militaires de fous. Là. Puis là, ils étaient là, ils se sont organisés en groupe. Puis là, des fois, il n'y en avait pas un qui venait. Là. Ils choquaient toute la gang, OK? Parce qu'ils avaient peur. Puis je les comprends. C'est terrible. Là. Fait que là, t'es informé, OK, là, faut que t'ailles là, on a tel contact, on a une safe house là, on a ça, en même temps qu'on avançait. Puis là, tu avais plein de groupes qui s'en venaient. Ça, c'est les groupes qu'on contactait, qui contactaient d'autres mondes, mais on n'avait pas le temps de les gérer tout individuellement parce que ça serait trop long. Tu rentres là-dedans, fait que là, il fallait vraiment se dépêcher. C'était ça qui était l'enjeu. Pas de démarche administrative, rien de ça, d'aller à l'ambassade, d'un base. On fonce dans le tas, puis on s'arrange avec les moyens du bord. My God. That's it. Dans vos débuts, quand vous étiez dans le sous-sol, puis vous regardiez le monstre en avant de vous, qu'est-ce qui faisait en sorte que vous continuez d'avancer? C'est quoi? Comment est-ce que vous saviez? Puis là, on parle à tous les entrepreneurs, pas juste d'immobilier, là, mais n'importe qui. Comment est-ce que vous saviez quel move faire puis quand le faire pour arriver à où est-ce que vous êtes aujourd'hui? En fait, le monstre, il n'y en a jamais eu, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'on a focusé sur un client à la fois. On a créé de la valeur à un client. Lui en a parlé à l'autre. On y est revenu vers nous pour un deuxième immeuble. Donc, on n'a jamais eu de montagne. Vraiment, là, ça a été un client à la fois. Comment qu'on peut créer de la valeur? Puis à un moment donné, quand tu crées de la valeur autour de toi, tout te revient, tout se multiplie. T'sais, nous autres, on est, à la base, on est des gens de marketing. On a toujours été... on a commencé notre carrière en marketing beaucoup. Fait que les études de marché, comprendre le client, quand on parle d'être centré sur le client, c'est... il faut que tu comprennes ton marché, ton industrie. Il faut que tu comprennes où est-ce que tu te situes dans l'industrie. Puis c'est quoi les irritants de tes clients. Je pense que c'est un très bon point de départ. C'est quoi pourquoi qui te ferait confiance? Puis c'est quoi l'irritant? Toutes les industries ont des irritants. Fait que, quand tu dis irritant, excuse-moi. Irritant, c'est quoi pourquoi que, par exemple, c'est comme ça qu'on fait ça, mais oui, mais le client n'est pas content. Oui, mais c'est comme ça que ça se fait parce qu'on n'a pas le choix. Bon, à part la gravité pour laver les vitres, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Tu peux tout changer. Je veux dire, l'eau, tu peux changer ton processus, tu peux changer ton approche, les outils. Bon, bref, je ne sais pas trop comment. Faire avec des drones. Il y a les drones. Il y a une section de ça. Tu vois, c'est bon. Quel bon timing en avril. Mais tu sais, c'est quoi les irritants? C'est quoi qui dérange? Et là, tu as une petite porte, une ouverture pour rentrer dans ce marché-là, que des fois, les compagnies qui sont plus grosses, plus grandes, que par la force des choses, ils ont trop de clients, pas assez de personnel. Maintenant, il y a toujours l'excuse, on n'a pas assez de monde, pas assez de monde. Puis nous autres, nos courtiers hypothécaires,
ils sont extrêmement bien... ils sont très aimés des clients parce que les banques, ils ont plus de ressources, ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus ci, ils n'ont plus ça. Bien, les courtiers hypothécaires prennent toute sa valeur. Ben oui. Bref, pour un entrepreneur, c'est quoi que tu peux adresser comme marché puis de voir qu'est-ce que le client a vraiment besoin. Donc, il faut que tu te situes dans ton industrie et aussi dans ton marché, que ce soit, si c'est vraiment sectoriel, connaître ton secteur. Et, aussi le cycle de ton industrie, le cycle aussi de ta business. Si tu commences, bien, 1000 bouchées doubles, pense pas à ton lifestyle. Je pense qu'il faut développer l'art d'être capable d'aller chercher une plus grosse bouchée, mais pas nécessairement de manger l'éléphant. Tantôt, tu parlais de monstre, puis j'aime ton exemple en passant, parce que c'est souvent ça. On regarde ça tellement gros, mais c'est parce que tu regardes PMML aujourd'hui, à la grosseur que ça a, on est rendu à 10, 11, où il y a un 12e bureau là, en ce moment qui est en rénovation. Ouais. La semaine prochaine, on va visiter d'autres bureaux aussi dans un autre endroit, confidentiel, mais dans un autre territoire. Puis, à un moment donné, c'est gros, mais quand on a commencé, on ne pensait pas à ce que ça deviendrait gros de même. Fait que ça a l'air gros, mais c'était pas gros à ce moment-là, parce que ce qu'on voulait, c'est juste un immeuble de plus, ou 2 immeubles, ou 3 immeubles de plus à vendre, ou avoir un courtier de plus dans l'équipe. Mm-hmm. On ne voulait pas avoir 200 personnes. On était 2, on voulait être 3, on voulait être 4, on voulait être 5. Et naturellement, à un moment donné, là, tu deviens confortable dans l'inconfort de grandir, de croissance. Donc, c'est ça. Fait que c'est important là, de pas, justement, de voir ça comme un monstre. Dernièrement, on a regardé pour la stratégie pour l'expansion en Ontario. Et on s'est dit, hey, on a-tu dû recommencer un courtier à la fois, ouvrir un bureau à la fois en Ontario, donc partout. Fait qu'on s'est dit, moi, ça note un peu, là, ça nous a pris un petit temps. C'est vrai que, bon, on est expérimenté maintenant, ça peut aller plus vite. Là, pour nous, non. On a identifié des entreprises en Ontario où est-ce qu'on pourrait faire l'acquisition. Puis on avait un morceau à peu près la même grosseur que PML. Est-ce que c'est un monstre? Puis c'est pour ça que je dis, j'aime ton exemple. Je regarde ça, je dis, apparemment, c'est gros, ça. Là. C'est aussi gros que nous. Là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on sera capable de faire une acquisition d'une entreprise comme ça? Mais si on le fait, on vient de régler le problème d'avoir ouvert 10 bureaux partout en Ontario, de recruter, peut-être, en tout cas, je ne vais pas donner de chiffres. Les autres, ils veulent vendre? OK. Mais attends, là, c'est important. Pas du tout, mais j'ai identifié. À partir du moment que tu identifies, tu projettes. Tu mets des choses dans l'univers. Tu dis, OK, moi, c'est le genre de target d'entreprise que j'aimerais faire au lieu de tout recommencer from scratch. Pourquoi? Parce qu'on est rendu là. Je pense que l'expansion va passer par des acquisitions et non pas un courtier à la fois. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven, spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Ton why, Georges, c'est quoi? Mon rêve? Ton why. Mon why? Pourquoi tu fais ce que tu fais? J'ai joué à la Ligue nationale. Quand j'étais jeune, j'ai vécu tellement de racisme pour me rendre là, tellement d'obstacles. Puis mes parents voulaient pas que je joue, j'étais complètement tout seul. Puis j'ai toujours été super spirituel, j'ai toujours cru à une force divine. Puis quand je priais, je disais toujours, Dieu, si tu me donnes la chance de jouer à la Ligue nationale malgré tous les obstacles que j'ai en ce moment, je te jure, je vais être redevable quand je vais être plus, quand je vais jouer à la Ligue nationale, puis que je vais faire une différence dans la vie des gens. Je priais comme ça, j'avais 7 ans, là. Puis aujourd'hui, puis quand j'ai joué, parce que j'ai fait beaucoup de choses pendant que je jouais, je fais juste respecter la promesse que j'ai faite avec Dieu, qui m'a donné la chance de jouer 13 ans à la Ligue nationale. C'est pour ça, c'est ça mon why. Oh, des frissons, c'est débile. Wow. Dans l'armée, on disait genre protect him at all costs. Ben, je pense que protect Georges at all costs, c'est super important. Bref, on va trouver une façon de redonner. Je suis pas inquiète. C'est quoi tes projets, là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu peux en parler un peu des... Ben, l'affaire, c'est que quand quelqu'un me demande ça, c'est parce que je fais tellement de choses, j'ai tellement de compagnies, genre tellement de choses que j'ai pas des projets tels quels parce que je travaille tout le temps. Je travaille 7 jours sur 7, je prends pas de congé, je m'en repose jamais, je suis hyper actif, j'ai plein d'énergie, j'essaie de faire le plus de choses possible. Je fais 3-4 événements par jour, je suis toujours débordé, puis j'adore ça, puis je vis comme ça. Fait que quand tu dis c'est quoi tes projets,
à tous les jours, il y a quelque chose à faire. À tous les jours, j'ai un projet. À tous les jours, j'ai un podcast. À tous les jours, j'ai quelque chose à aller. J'ai une place où aller. Je dois aller à quelque part donner une conférence. Je dois préparer quelque chose. Je fais tellement de choses qu'il n'y a rien de particulièrement que je peux dire que j'ai un projet parce que, tu sais, je sais que des gens en général vont dire, supposons que tu as un projet dans un mois, que tu vas faire quelque chose, tu te prépares pas. Je me prépare pour quelque chose à tous les jours. J'ai toujours quelque chose à faire. Puis j'adore ça. Fait que il n'y a rien de particulier que j'ai, mais tu sais, j'ai des tournages, j'ai des choses qui s'en viennent, mais pour moi, c'est comme une routine. Tu sais, je suis tellement habitué de toujours être occupé que c'est même plus des projets, c'est juste je fais ci, je fais ça, je fais ci. Puis tu sais, des fois, juste quand je montre mon agenda à mes amis, puis ils sont étourdis juste à regarder, puis ils disent, mais comment ça va faire pour aller là, là? Puis tu sais, je squeeze le plus de choses possibles que je peux. Je dis pratiquement non à rien, puis j'essaie d'en faire le plus. Incroyable. Ouais, ben tu sais, c'est pas... Il y en a qui vont dire, c'est pas vivre. Il y en a qui vont dire, tu t'épuises, puis tout ça, mais moi, Mais t'es heureux à faire moi ça. je vis à 100 000 à l'heure. Tu sais, je veux dire, il y a des gens, s'ils sont bien restés à la maison, relaxés, écouter Netflix toute la journée, le week-end, c'est parfait pour eux. Je suis bien content pour eux, mais moi, il faut que je bouge, il faut que je sois actif, il faut que je fasse quelque chose. Tu disais que tu avais des business. C'est quoi tes business? En plus, tu sais, d'être en ondes à la radio à tous les jours de midi à 3, 5 jours semaine, j'ai des immobiliers, j'ai la compagnie Rice Kombucha, j'ai la compagnie BGL Énergie qui est BGL Nutrition qui est des shakes, tu sais, des shakes de nutrition, là, des shakes protéines vegan. J'étais avec Fuji Battery. J'ai aussi une compagnie BGL Protecteur, des sleeves pour protéger les cartes de hockey. J'ai un magasin de cartes sportives. Ben voyons. Je travaille pour la Ligue nationale, je suis ambassadeur pour les Canadiens, je suis ambassadeur pour les Oilers. Puis là, je suis sûr que j'ai oublié, je suis conférencier, je suis aussi écrivain, j'ai écrit un livre best-seller en anglais puis en français. Quoi d'autre? Je suis sûr que j'ai oublié d'autres. Moi, je suis là. Je suis sûr que j'ai oublié d'autres choses, là, mais... Aïe, aïe. Dis-toi ta pompe vers le sol. Ouais, non, mais tu vois, là, non, mais ça a l'air niaiseux, mais tu sais, c'est vraiment ça. Passe à ton ballon de basket que t'as dans les mains. Ouais, puis là, c'est ça. Faut juste puis c'est juste le poignet et non l'avant-bras. Poignet et doigts seulement. Ben là, c'est pas si mal. C'est juste que là, tu le forces un peu pour monter, mais c'est... OK. Non, mais tu vois... Ça, c'est la leçon numéro 1? Ouais, c'est leçon numéro 1. Leçon numéro 2? Est-ce que tu conduis manuel? Parce que ça aussi, mettons, jouer de la batterie, c'est vraiment comme conduire manuel. Okay. Mais bref. Ouais. Mais leçon numéro 2, en fait, c'est... Mais bon, faudrait comme faire déjà la 1. Là. OK. Là, je pense pas qu'on a assez d'une heure. Là, mais... Non, mais là, c'est ça. Mais tu sais, c'est... Ouais. Mais regarde, c'est déjà mieux. Ouais. Exact. Puis là, après ça serait de faire, mettons, 2 coups de suite. Oh, c'est bol, OK. Donc, tu briseras pas. Mais là, c'est parce que tu utilises tu utilises tes avant-bras. Gamin, tiens-toi le poignet ici, bouge-les pas. Puis là, c'est que là, t'es comme ça. Tiens-toi droit. Ouais, là, tu sais, puis là, puis aussi, tu sais, au niveau des épaules, là, t'es crispé. Pauvre toi. Je suis pas bien pour toi. Non, descends ça. Bon. Non, même bien, relax. Attends un peu. Ah oui, OK, ben oui, on est là. Un petit peu de sève. Là, ça va aller mieux. Tu vas être meilleur. Ouais, tiens ton poignet, mais c'est super relax. Ouais, respire aussi. Bon matin! Puis c'est vraiment smooth. Tu sais, mettons, OK, Gabin, ben tu l'avais, là, mais tu sais, tape-moi pas, t'as peu. Fait que tu sais, c'est vraiment comme... Ça, c'est quoi, ce matériel? Un genre de caoutchouc. Mais tu sais, c'est vraiment ta main, il faut qu'elle fasse ça. Va pas trop vite pour rien, parce que là, regarde, là, t'es rendu de même. Hey, ben c'est bon, c'est beaucoup mieux, ça. Yeah! Puis là, ça va être de femme ton. Puis là, dis-toi que tu tapes dans le plancher, mais faut pas que tu forces. Pour envoyer ta pression vers le bas. Hey, mais t'es bonne pour vrai, là. Écoute, je travaille fort pour faire ça dans la vie, là. Là, tu vois, tu lèves ton avant-bras. Oups. Shit. Puis là, mettons, quand tu fais le leçon 2, 3 puis 4, là, ça a l'air de quoi? Ah, ben là, il y ensemble, en a beaucoup, là. Mais mettons, je vais reculer ça 2 secondes. Mais tu sais. Wow! Mais c'est ça. Ça fait longtemps que je fais ça. T'sais. Ah oui, ben je fais aussi des passes, là, évidemment, avec tes mains? Cirque. Oui, mais c'est des genres d'affaires. J'essaie de pas accrocher rien, là, mais tu sais, des affaires de même. Wow! Puis, je peux te faire... Voilà. Ouais, moi aussi, je suis capable. Ben,
Ça, j'ai un peu peur pour tout ce qu'il y a autour, mais on va le vivre. Est-ce que c'est vrai qu'ils font des 2, 3? Ouais. C'est un effet? Oui. Ou... Non, on fait ça pour vrai. OK. Oui, On puis... brisera pas les baguettes? Ah non, ben non, t'inquiète pas. OK. Ouais, vas-y, On y vis-le. va? Vis-le. 2! Tu commences par 1. 2, 3! Mais, hey! Mais t'es prêt. Ben là, ça y est, je t'engage. Ça va être mon sub. That's it! Ouais. Hey, merci, Caroline, Mais c'est de rien. intéressant. Mais c'est comme dans tout, là, aussi. Les personnes viennent bon en commençant demain matin non plus. Là, Ah, ben non, mais tu dire. sais, c'est même affaire. Tu veux jouer au hockey, faut que tu pratiques. Tu sais, c'est n'importe Exact. quoi. Tu sais, donc. Non, Wow, merci. ça fait plaisir. Il y a de quoi de satisfaisant, hein? C'est satisfaisant, mais c'est tannant aussi parce que là, j'ai le goût d'en faire plus. Ah, ben ça, tu sais, c'est bon. T'as-tu bien des gens qui te contactent pour. Oui, beaucoup. Je fais beaucoup de coaching. OK. Oui. Je forme beaucoup des gens aussi pour le cégep et pour l'université. Mais non, je donne beaucoup, c'est ça, d'ateliers. Tu sais, je veux dire, c'est ça, je fais beaucoup de conférences, des masterclass, des classes de maîtres. Je vais aller enseigner à l'Université des Arts en Taïwan. 2 semaines, formée, j'avais 150 jeunes. Ça, c'est des gens qui ont déjà une notion quand même de base. Puis... Oui, pour ça. Oui, quand même. Mais tu sais, justement, la technique que je fais, ben tu sais, en Taïwan, ça n'existe pas, les corps de tambour éclairants. Ils n'ont jamais vu ça. Fait que pour eux, d'apprendre ça, c'est super formateur. Même à faire en Europe, ils n'ont pas de ça. Ma passion est à la même place que mes difficultés. Même place. Fait que c'est ça qui est capoté. Fait que j'ai écrit un livre, puis ça a fait mûrir bien les affaires en dedans de moi. Fait qu'après ça, quand j'ai lâché le personnage d'Annie Brocoli, j'ai donné des conférences. OK. Sur la différence pendant peut-être 1 an. Puis après ça est arrivé la pandémie, puis on connaît la suite. Mais... Des conférences, t'en fais encore? Ou... Non. On dirait que... j'assume pas. T'assumes pas... ce que tu... Je comprends pas. Je sais pas. Je suis pas capable de dire à quelqu'un t'en vaut la peine, te fais ci, fais ça, choisis le bonheur, fais ci. Je suis pas capable de dire ça parce que je pense qu'on a chacun notre façon de faire notre place. Fait que je suis pas capable d'être preacher un peu. Fait que je me sentais pas à ma place. J'ai senti que le monde aurait voulu que je leur dise quoi faire. Moi, mais c'est quoi ton conseil? Ben, j'en ai aucun conseil. Je peux juste te raconter ma vie. Ce que moi, mettons, ça m'a apporté à être différente, finalement. Je peux juste te dire ça, mais pas quoi faire, là. Moi, mais t'as-tu un conseil pour notre enfant qui... ben non, j'en ai pas. Fait que, tu sais, il y avait de quoi de weird. J'avais une drôle de relation avec ça. Mais t'es vrai, t'es 100% vrai, tu sais, fait que c'est... Pas si pire, en majeure partie. Il y a des fois, je fais comme... Hein? Mais, mettons, 90% du temps, je suis assez vrai. Tu te fais-tu encore reconnaître beaucoup dans la rue? Comment ça... Tout le temps. Ah, tout le temps? Tout le temps, ouais. Les jeunes, c'est Ben qui là, te reconnaît? Là, c'est beaucoup des 20, 30, justement, le moment où est-ce que les autres peuvent tout défoncer. Là. Ils sont tellement beaux, là. Puis on a vraiment une histoire d'amour. Tu sais, parce que quand t'es adulte, tu peux aimer un artiste, tu sais, le trouver bon, être inspiré, tout ça, ou être groupie. Mais quand t'aimes un artiste, quand t'es jeune, tu l'aimes. Oui. Tu l'idolises. Ouais, oui, mais c'est pas juste une idole, c'est comme, il y a de l'amour. Puis, fait que quand on se voit, on s'aime. C'est des câlins, c'est vraiment extraordinaire, pour vrai. Wow. Ouais. Puis là, je travaille beaucoup avec eux autres, tu sais, comme je vais sur des plateaux de télé où, tu sais, là, je fais La Cage aux Folles, qui est une pièce de théâtre. OK. Puis je travaille avec des jeunes. Puis eux autres, ils m'ont écouté. Fait que là, c'est comme... Puis ils voient comment je suis tannante un petit peu plus qu'ils pensaient dans la vie. Ouais. Fait qu'on se connaît comme d'une autre façon. Mais non, je les aime. Je trouve que c'est une belle génération. Puis on a une vraie relation. Incroyable. Ouais.
Puis si on recule, parce que le personnage, moi, Danny Brocoli, il m'accroche. Là, tu sais, j'ai pas vraiment écouté tant que ça. On n'avait pas vraiment de TV. J'ai écouté Macaroni tout garni, puis ça se finit à peu près là. Tu sais. J'ai joué dans Macaroni tout garni en plus. Tu vois ça? Ouais, Mais voyons! J'ai une scène de 30 secondes où je jouais un petit malade. Là, Ah, puis... c'est toi, ça? En fait, l'autre, je l'ai pas essayé encore. Là. J'attendais d'arriver ici pour le goûter là, parce que c'est une primeur. Là. Dans le fond, ça vient juste de sortir. Fait que c'est le chocolat Dubai Angel Air, en fait, qu'il appelle. Fait que des cheveux d'ange, en fait. Les provenances, ça peut varier un peu. Là. Je pense que le concept est inspiré un peu de Dubaï, mais les provenances, ça peut se promener un peu. Là. Celui-là, il vient de... Je me rappelle plus où exactement, mais il vient pas du Canada. En tout cas, ça, c'est sûr. Avoir l'écriture à l'arrière. Là. Fait que ça, dans le fond, tu as une exclusivité au Canada. Si on veut, ce chocolat-là. Ben là, ça vient de sortir. Fait que ça se peut qu'il y en ait d'autres qui aient commencé à l'avoir, mais à l'heure où on se parle, en tout cas, on est pas mal des premiers à l'avoir reçu. Effectivement. Allez sur nakedjoe.com et faites ça vite parce qu'il y en aura plus. Ouais, ça va vite. les autres... Les autres, c'est vraiment ceux-là, dans le fond. Là, c'est de la marque Sweet Fix avec laquelle on travaille. Fait que chocolat de Dubaï, dans le fond. Fait que de base, c'est de la crème de pistache avec le katifi. J'ai de la misère à le prononcer. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est une genre de nouille, si on veut. Ouais. Très, très mince. Tu sais, des fois, ils mettent de la vermicelle de riz juste pour rajouter de la texture. Ouais. Mais là, c'est ça, dans le fond, qui est ajouté à la crème de pistache. Puis après ça, c'est recouvert d'un chocolat de haute qualité. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le trend est venu de genre le casser en deux, là, puis là, tu vois tout le stuff dedans. Puis, il y a plus de pistache que de chocolat. Quand on regarde les ingrédients, la crème de pistache, c'est le premier ingrédient dans le fond. Wow. Fait que c'est quasiment pas une barre de chocolat si on veut. Là. C'est quasiment santé. Ouais, c'est ça. De la protéine. C'est ça. Fait que ça, c'est le produit qui est viral, très, très populaire actuellement. Puis ça, c'est la nouvelle version, dans le fond, là, du moment. Mais celle-là, je l'ai pas essayé. Tu m'inspires tellement quand tu parles parce que tu connais ton produit. Hein? Puis les gens qui nous écoutent, qui ont leur business, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils soient maîtres de leur produit. Parce que tu le connais, puis t'aimes ce que tu parles aussi. Ouais. Fait que... j'ai grandi là-dedans, là, puis je continue, je fais pas juste de me dire j'ai un concept qui fonctionne, puis je continue tout le temps de vouloir en apprendre plus, puis de vouloir innover, puis d'apporter plus, puis on est tout le temps en mode qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut s'améliorer, fait que c'est vraiment notre mindset. Là. Malade. Ouais. Fait qu'on y va? Oh, on le fait. Là, c'est du luxe, là, celui-là. Là. Ouais. Les caméras, ils tournent. Là. On a ça sur... Je vais te laisser en plus le plaisir de la casser, là, parce que... Aïe. Ah ouais. Check, je vais te laisser l'ouvrir puis tout. Même la boîte a l'air bonne. Et c'est bon. C'est... Fait que là, je l'ouvre, mais je le casse pas de même. Là, sans Sors-le en premier. Hey, pour les gens qui regardent, là, checkez ça, c'est rose. Celui-là, c'est... Ça donne le goût de... ça se brise comme un... Rubis. Checkez ça. On peut-tu... Checkez ça. Oh. Ouais. Oh my God. Excuse-moi, j'ai mis mes doigts dessus. Là, mais c'est bien correct. Je l'ai vraiment montré à la caméra. Tu me dis si c'est bon? T'es le premier que je vois y goûter en live, en tout cas. Ah ouais, hein? On dirait que c'est comme... Tu sais, de le déballer, c'est toute une expérience. Ah ouais, il y a carrément tu vois la barbe à papa sur le top. C'est bon? Elle goûte le ciel. Oh my God. Ok, c'est impressionnant. T'as quelque chose, là. J'étais pas sûr du mix avec la barbe à papa, mais on dirait que c'est ça qui pop en premier, hein? Ça vient comme se déposer sur le palais. T'as plein de goûts. T'as genre le pistache, t'as la barbe à papa, puis après ça, t'as un chocolat rose, rouge, t'as tes fraises. Pour moi, le yoga, ça a révolutionné ma vie. Ça a l'air un peu extravagant de dire ça, mais carrément, j'ai toujours été quelqu'un qui courait des très longues distances, qui levait des poids pesants. J'ai toujours été dans la masse musculaire de bien paraître physiquement, mais on oublie la flexibilité, on oublie la respiration, on oublie de se reprendre dans nos pensées. Puis Dieu sait qu'en entrepreneuriat, on peut avoir des journées stressantes.
que pour moi, le yoga, étant donné que musculairement, je me suis fait beaucoup mal avec les années à lever pesant, puis m'entraîner avec de l'ego, que le yoga, je le crois, je suis un de vos meilleurs porte-parole, parce que j'en parle à tout le monde que je croise, que je veux dire, mais si vous faites pas de yoga, vous devez le faire. C'est pas une question de j'ai du temps, j'ai de la... Non, vous devez, c'est bon sur tous les aspects. Fait que j'adore ça. Des bons professeurs aussi à Saint-Jean. J'ai fait quelques classes. J'en ai fait à Laval aussi. J'en ai fait un à Brossard. Fait que c'est intéressant aussi le modèle d'affaires que vous avez développé parce que on peut se promener de studio en studio. C'est complètement incroyable. Oui, on est un des rares à faire ça. Écoute, j'ai pris tout ce que j'avais besoin en tant que client, puis je l'ai mis dans un blender. T'as dit, là, ça a été ça. Et moi, je voulais pouvoir aller où je veux, quand je veux, avoir plein de cours. Je voulais avoir des cours solaires, des cours où je me dépense. Je travaille des postures qui me font travailler les abdominaux. Où je sais que je peux faire à la limite du fitness, mais tout en restant dans un aspect d'introversion. Nous, on appelle ça des cours solaires. Puis parallèlement à ça, je voulais des cours lunaires. Je voulais des cours où on peut faire du breathwork, où on peut respirer, où on peut s'étirer, parce que j'ai besoin d'être plus calme, où j'étais fatiguée. Fait qu'on je t'ai pris toute seule, je t'ai mis tout ça ensemble. Et puis ça donne ça. Mais tu as raison. En fait, c'est parce que, oui, on ne prend de moins en moins, une petite heure juste pour dire qu'on fait le point. On fait un petit point. Et des fois, rien que le fait de ne penser à rien, c'est déjà un sacré bon point. Tu sais? 100%. Fait que c'est primordial, une petite heure. Et chimiquement, c'est prouvé, c'est magnifique. Tout comme la méditation, hein. Ça augmente la matière grise et tout, mais c'est ça, je sais pas si tu as vu ça, mais c'est dur de dire à quelqu'un, écoute, tu as besoin de respirer. Et la personne, elle dit, ben voyons, je respire tout le temps. C'est comme, mon chum, je te promets, tu respires pas. C'est pas des blagues. T'sais. Le bon temps d'acheter, c'est ailleurs, puis il l'a dit dans son livre, mais il faut acheter au bon prix. Hein? Ton profit se fait à l'achat. Moi, je le dis à mes clients, là, tu veux acheter l'immobilier? Hier, la semaine passée, dépêche-toi. Mais achète pas n'importe quoi, parce que ton profit se fait à l'achat. Le monde y pense à revendre. C'est à revendre que je fais mon argent. Fait que je trouve ça super hot que tu rentres dans le monde de l'immobilier et tu as l'air passionné justement de ça. T'as-tu déjà spoté une propriété ou un genre d'avenue vers laquelle tu vas te lancer? Parce qu'il y a différentes branches. Là, Ben là, moi, je suis en train de regarder pour construire un chalet. OK. Ouais. Ça fait que là, je suis allé voir des terrains. Fait que je suis là-dedans, là. C'est la grosse mode en plus, les chalets, hein? Puis ça va continuer de l'être. Je trouve ça intéressant. Ça fait un bel investissement. Oui. Ce que je trouve un peu plus déplaisant, c'est un peu ce qui se passe avec nos gouvernements. Puis l'imposition qui se fait sur le gain en capital. Oui, puis là, tu fais OK, tu vas payer plus d'impôts sur quelque chose que tu as payé avec de l'argent qui est libre d'impôts. C'est assez dérangeant. Oui. C'est assez dérangeant de voir comment tu n'es plus nécessairement propriétaire de ce que tu es propriétaire. Mm-hmm. Oui, c'est assez spécial. Hein? Puis je suis pas assez calé pour plonger dans ce sujet-là, mais je pense qu'il y a des gros red flags qui ont été levés au point de vue de la province, puis national aussi, en termes d'immobilier, puis Ben, c'est pas compliqué. La construction. Quand tu commences à avoir de la misère à manger, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'aller fouiller dans le garde-manger des autres. Mais tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est... Tu sais, là, c'est beau, là, toi puis moi, c'est correct, mais... Nos enfants? Nos enfants? Tu sais, toi, mettons... là. Essaye de trouver une maison en bas de 500 000. Et de un. Et de deux, toi, t'as un chalet, puis tu veux le léguer à ton gars ou ta fille. Ouais. Mais là, les autres, il va falloir qu'ils payent des taxes sur le gain en capital qu'ils vont faire parce que tu lui donnes. Je serais même pas surpris, là, je veux pas qu'un auditeur me prenne par défaut, là, mais je serais même pas surpris qu'il y ait une taxe de bienvenue à payer sur un... Ah, peut-être, mais au final, c'est que là, il y a des histoires, ce que j'entendais à la radio, puis je suis pas très familier avec le concept, là, mais là, ce que j'ai compris, c'est que les parents ont donné leur chalet à leur fille, puis eux, ben, il faut qu'ils payent une taxe, puis ils n'ont pas d'argent. Fait qu'ils vont devoir vendre le chalet parce qu'il faut que cette taxe-là se paye pareil.
C'est dans la famille, là. Oui, Tu donnes pas ça à un inconnu. C'est là. exactement, c'est dans la famille. Là, tu fais, si c'était une résidence principale, mais là, je pense que tu es à l'abri de ça. Ouais. Puis là, mais une résidence secondaire, là, ça, tu tombes dans une autre affaire. Là, tu fais OK. Et ça a été payé, ça a été. Puis là, ben, je me suis rendu compte que si tu mets du temps dedans, mais ce temps-là, lui, il n'est pas comptabilisé. Ouais. Parce que tu comprends, ton gain est sur l'argent que tu as investi. Et ton temps, lui, tu l'as pas payé, tu l'as donné. Il tombe pas dans l'argent investi. Donc, il tombe sur le retour. Donc, il tombe sur le retour. Donc, ça veut dire que si t'as coûté moins cher à construire, puis que tu le vends au prix, la différence entre les deux est énorme, mais c'est sur là-dessus que tu vas avoir des taxes à payer. Et là, ben, c'est là que ça devient compliqué quand on vient pour le donner. En tout cas, je suis pas rendu là. C'est un peu drôle. Ça devient je trouve que ça devient un frein. Pour pouvoir, justement, comment tu vas investir. Puis là, ben, ça commence à t'amener à voir, OK, comment on va faire ça. Puis il faut que tu réfléchisses un peu plus que juste de dire, je me lance là-dedans. C'est comment je vais être capable de l'exploiter, puis comment je vais être capable de faire des sous avec ça. Tu sais, pour réussir, ultimement, si tu le fais pour toi ou si tu le fais pour l'argent, marche pas. À un moment donné, tu vas pogner le fond. Tu sais, à un moment donné, tu vas manquer de motivation. Ton why va être comme... Mais, tu sais, ta mission que tu fais. Puis au final, tu finis par récolter quand même. Ouais. Tu sais... Mes courtiers, mettons, je te donne une idée. La transparence, c'est quelque chose qui est crucial pour la confiance. Mais les gens avec qui j'ai déjà investi, c'était la même chose. Mes courtiers, ils sont au courant des chiffres que je fais. Ils ont accès à mes états financiers s'ils veulent. Wow. L'agence, ça va être la même chose. Guys, je prends votre argent pour le mettre dans une société en commandite. Tu me demandes les états financiers sont disponibles. Tu peux juger les décisions que j'ai prises avec l'argent, mais tu vas l'avoir. Les décisions ont été prises quand même, mais tu vas voir les sous s'en vont où puis pourquoi, tu sais. Est-ce qu'il va y avoir un board de personnes ayant plus de parts? Ou... Non. Il n'y a pas de board de personnes ayant plus de parts. Oui, il y a des gens avec des associés avec qui qu'on est pour lancer l'agence, qui ont certains avantages, mais c'est pas des avantages d'action dans la société en commandite, c'est des avantages d'action dans l'agence, qui est deux volets complètement différents. Donc, l'agence, elle gère l'argent. L'autre base, c'est la société en commandite qui, elle, gère les immeubles. Fait qu'il y a une certaine mécanique, oui. Il va avoir des avantages plus physiques que des avantages, mettons, financiers. Wow. Ouais. Comment est-ce que tu vis avec le fame ou le fait que le monde te reconnaisse partout? Comment que c'est pour quelqu'un comme moi qui connaît pas un peu cette facette-là? Oui, c'est intéressant comme question. C'est très, très relax pour moi. Un, parce que je suis pas... je peux pas me comparer à personne. Je suis pas une artiste. J'ai un côté artiste, ça, c'est sûr. Dans le sens que... Ouais, j'ai un côté artiste parce que je viens de la danse. Puis j'ai toujours cette vision. Mais, je suis pas une grande chanteuse. Puis au Québec, les gens sont tellement fins, là. Tu sais, on l'entend que, par exemple, en France, le public est beaucoup plus agressif, tu sais. Oui, hein? C'est peut-être pas le bon terme, mais plus insistant envers les personnalités. Mais ici, au Québec, les gens, ils viennent nous voir... Tu sais, je vais être au restaurant, par exemple, et régulièrement, quelqu'un va venir nous voir, puis faire comme... Tu sais, je m'excuse de te déranger, mais je voulais vraiment que tu saches, je voulais vraiment te dire, puis... Si tu savais comment, au fond, ça ne dérange pas. Tu sais, je vais parler pour moi, mais la plupart des gens, ceux que je connais, ça ne nous dérange pas parce que c'est notre travail. C'est ça. Tu sais, on travaille dans le public, donc, et très souvent, on n'est pas avec un public, on n'a pas un public devant nous. Donc, quand on les rencontre pour vrai, quand les gens viennent nous voir en présentiel, tu sais, quand ils sont là pour de vrai, c'est quelque chose, ça donne comme un sens à notre travail. Ouais. Tu sais, ça fait chaud au cœur, ça donne un sens à notre travail. Quand quelqu'un vient me raconter, j'ai souvent des beaux témoignages de l'impact, tu sais, que j'ai eu. Est-ce que tu as le temps que je t'en raconte un? Parce que c'est frais. Ben oui, j'aimerais tellement frais. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est pas vraiment en présence, c'est une lettre que j'ai reçue. Wow, OK. Mais une lettre en papier, là. Et j'en reviens pas parce que cette fille m'a envoyé cette lettre il y a 2 semaines avant un gros événement. J'avais un engagement à Toronto l'été dernier
En fait, cet été, mais je sais pas, vous êtes à quel moment On va le voir dans en l'année? novembre, à peu près. Peu Fait importe. J'avais un engagement vraiment important. Je vais présenter un atelier dans un congrès international de mise en forme de fitness. Puis, ça me stressait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté. Je vais toujours à ce congrès-là. D'ailleurs, quand on parlait des entraîneurs de ma zone fit que je connais depuis longtemps, c'est à ce congrès-là qu'on se rencontre à chaque année depuis 20-30 ans pour certains. Mais bref, cette fille m'envoie une lettre et me dit... Tu me connais pas, tu peux pas te souvenir de moi, mais j'avais besoin maintenant de te raconter cette histoire-là. Et elle vit maintenant en Angleterre. Et quand elle avait 15 ans, elle a participé à des ateliers chorégraphiques que je donnais dans ce temps-là que je donnais des cours. Je donnais des cours à Brossard pour la ville. Il y a peut-être des gens qui vont s'en rappeler. J'aimais tellement ça. Et à la fin de chaque année, on montait un gros show. Mais tu sais, on travaillait fort, là. Il y a une année, pour te dire, Nicolas, on avait monté West Side Story, mais de A à Z. Pas A, de A à Z, tu comprends? My God. C'était immense. D'ailleurs, je m'éloigne de mon point de départ, mais je sais pas si tu te souviens d'Isabelle. Tu connais peut-être Isabelle Brouillette, la comédienne. On la voit de plus en plus dans des téléromans à TVA, notamment. Peu importe. Elle est tellement bonne, tellement bonne. Et elle était dans mes ateliers chorégraphiques. Puis moi, je l'avais spotée. J'avais fait comme, oh, cette fille, elle a un talent. C'est sûr qu'elle va être comédienne en vieillissant. Puis à l'époque, elle avait 16-17 ans. Puis aujourd'hui, elle est vraiment reconnue comme comédienne. Tu sais, moi, c'est drôle. Bref, cette fille m'écrit donc. Elle me dit, j'étais dans tes ateliers chorégraphiques à Brossard et quand le spectacle approchait, moi, nous, on était en répétition générale. Là, c'était vraiment les dernières répétitions. Puis ça allait pas, tu sais, elle se trompait. Puis à un moment donné, je suis allée la voir. Puis là, c'est ça qu'elle me raconte, que je suis allée la voir. Puis je lui ai dit, Isabelle, tu les connais, les pas. Fais-toi confiance. Puis là, de la façon qu'elle m'a... Écoute, elle m'a écrit ça, c'est tellement beau. C'était comme un roman. Elle dit, t'as eu un impact sur tout le reste de ma vie avec juste une petite phrase comme ça. Annick, on vient de voir là des super extraits, c'était vraiment incroyable. Ouais. Ça nous remémore un petit peu très rapidement la dizaine de personnalités qu'on a eues. Et puis moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Elle est un peu... Bois un coup avant, parce que je sais que tu t'y attendais pas et t'as pas préparé la question, mais la plupart des podcasts au Québec, là, ils s'arrêtent à, on va dire, 15-20 épisodes, c'est fini, parce que ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et puis ça lève pas ou ça marche pas comme ils veulent. Et puis nous, ici, on a presque 26 épisodes de fait. On a la saison 2 qui se termine maintenant. On va partir sur une saison 3. C'est assez exceptionnel. C'est quoi qui te motive ou c'est quoi qui fait que tu continues à produire ce podcast? C'est une bonne question. Bonne question. Je pense qu'on va changer de place là, bientôt. Effectivement, hein, puis les statistiques exactes, là, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près 80% des podcasts lâchent après 20 épisodes. Et puis la même statistique est aussi en business. Hein? Il y a beaucoup de business qui arrêtent avant d'avoir atteint leur plein potentiel. Donc, je suis super fier de ça, de toute l'équipe, là, qu'après 26 épisodes, et on continue, que ça roule encore. Mais la raison pourquoi, hein, premièrement, c'est pas une question d'argent parce que je perds de l'argent avec le podcast à toutes les semaines, à tous les mois. Mais fait que c'est pas une question d'argent. Puis je pense que si tu fais tout pour l'argent dans la vie, ton raisonnement, il est pas assez grand. Puis c'est peut-être pour ça que certaines personnes lâchent, peu importe la situation. Là, mais d'avoir une cause plus grande que soi, c'est ça qui me fait continuer. Et puis cette cause-là, c'est de donner une plus-value aux gens qui nous écoutent. À la base, j'ai commencé le podcast parce que je croyais avoir une plateforme de libre expression où il y a beaucoup de gens qui se font canceller ou on nous empêche de dire telle chose par peur de si. Tandis que je pense que d'avoir une libre expression dans la société nous permet d'avoir des pensées différentes. Si tout le monde pense pareil, on est en rangée d'oignons, puis je pense pas qu'on prospère en tant que société. Donc, je crois aussi qu'on a tous le devoir en tant qu'être humain de faire une meilleure planète. Que ce soit ramasser un déchet sur le bord de la rue,
si tu peux le faire, d'aider quelqu'un, peu importe, si on fait tous un petit quelque chose, on va finir avec un grand monde très différent. Donc pour moi, c'était de donner une plus-value, puis un peu comme la plateforme de libre expression, qu'on puisse tous s'exprimer, que tout le monde a le droit d'avoir sa vision, puis d'en parler. Maintenant, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ouais, non, je comprends. Donc, toi, tu voulais avant tout que les gens puissent s'exprimer et il y avait un dialogue, ouvrir un débat, ouvrir une ouverture d'esprit sur tous les points de vue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que chacun, toi, en donnant une plus-value, que tu t'améliores le monde ou t'améliores les gens, leur qualité ou leur bien-être par rapport au contenu qu'on a ici. Et donc ça, c'est très noble. Mais je voulais interviewer des gens que moi, je trouvais intéressants. À la base, c'était ça. OK. Parce que je trouvais ça bizarre d'appeler quelqu'un et de dire « Hey, excuse-moi, mon chum, mais j'ai des questions pour toi. » Non. Fait qu'on va l'inviter au podcast, on va se donner une raison on va créer un podcast pour se donner une raison de l'avoir. Mais je me suis dit que si moi, je le trouve intéressant, sûrement que d'autres gens vont également le trouver intéressant. Puis avec ça vient de donner une plus-value. Je suis fier de dire qu'à chaque invité qu'on a, que ce soit le plus infime des avantages, tout le monde qui écoute vont partir avec une petite pépite d'or. Tout le temps. Qui vont pouvoir appliquer dans leur vie ou qui vont pouvoir faire réfléchir. Donc c'est vraiment dans le but de redonner. Puis je pense que si tu fais les choses dans le but d'aider les gens autour de toi, tu vas finir par avoir de l'argent. Ça, c'est une vérité absolue, faire les choses pour les bonnes raisons, parce que l'argent, c'est un outil, c'est pas un but. D'accord? Et quand tu fais les choses par passion, par ma petite expérience là, de vie, je fais les choses parce que j'aime les faire. Et ce que j'aime faire va se transformer. C'est-à-dire que comme je le fais avec des bonnes déterminations, la bonne envie, la bonne mentalité, les gens vont adhérer à ça. Et les gens, s'ils adhèrent à ça, ils vont s'offrir un service que je vends, ils vont s'offrir un produit. Par la bande, par en arrière, ça se monétise. Mais en fait, c'est la sincérité ou l'authenticité qui se monétise, ou la passion. Tu peux pas faire quelque chose pour l'argent. Si tu le fais pour l'argent, le jour où il y en a plus, ta vie, il y en a plus. Parce que tu as fait pour l'argent, tu as perdu ton but si c'est l'argent. Par contre, si tu fais les choses par plaisir, même s'il n'y a pas d'argent, le plaisir, lui, il est toujours là. Et puis, on n'a qu'une vie. On ne sait pas quand ça s'arrête, ni quand, combien de temps ça dure. Donc, vaut mieux les faire, les choses par passion, et puis garder l'argent. Par passion, puis par authenticité aussi à soi-même. Si j'aurais voulu faire un podcast pour imiter d'autres balados, ça n'aurait pas été authentique à moi-même. Je pense que le podcast ici, c'est authentique à qui je suis, à ce que je veux, qu'est-ce que je veux laisser comme marque dans l'univers, et puis de rester authentique à soi-même. Voilà. Je pense que c'est D'où le petit côté chaleureux. Que tu as eu l'idée de dire Dave, moi j'ai les autres, ils ne le font pas, j'aimerais ça, qu'on brise la glace avec nos invités qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a appelés rapidement, qui ne nous connaissent pas. Je veux briser la glace au travers un petit vin pour donner un peu de chaleur, comme quand on est dans un bistrot ou que c'est un endroit social. Et là, tu voulais exactement ça. Mais aussi, parce que c'est intéressant. Fondamentalement, je trouve intéressant de t'écouter parler du vin parce que je suis un amateur d'apprendre des nouvelles choses. On doit tous continuer d'apprendre des nouvelles choses. Je veux dire, s'il y a une journée que tu n'apprends rien, tu n'as pas progressé. Hein? Fait que la stagnation, c'est la régression. Voilà. Exactement. Voilà. C'est facile à dire, mais peut-être un peu plus difficile d'appliquer, mais je pense qu'on devrait tous travailler pour devenir une meilleure version de nous-mêmes à chaque jour. Puis ça, peu importe de la façon. Toi, David, pourquoi tu es encore ici après saison 2? Parce que tu n'es pas payé non plus. Hein? Non, je ne suis pas payé, puis je perds une journée de travail. Mais, en plus, ça coûte de l'argent. Moi, tu sais, quand on parlait de passion et de chose, j'ai découvert une équipe. C'est toutes les mêmes personnes. Il n'y a pas eu de changement tellement d'équipes. C'est exactement les mêmes au début et maintenant. Donc, je pense que c'est déjà un groupe. C'est comme une petite famille soudée. Quand je vais à la On Jazz, je me sens bien. C'est comme une journée de détente et de repos. À l'inverse de journée de travail, je n'y vais pas pour travailler. Même si tu m'as donné j'ai des vins à présenter, j'ai des vins à acheter, j'ai du travail en arrière à peut-être étudier un petit peu le vin, regarder un petit peu qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire. Je le ressens pas comme ça. Je le ressens, moi, c'est waouh, c'est cool, je suis là, j'ai une belle journée de détente. Mon sel, il est sur off parce qu'on enregistre. Donc, il y a personne qui me dérange. Donc, c'est plus une journée de vacances, c'est une journée de plaisir. Donc, je pense que ça se ressent quand on est tous là, toi. T'es à l'aise quand tu parles au micro. Moi, je suis à l'aise quand je présente les vins parce qu'on fait ça comme si on était dans mon garage ou à la maison tranquillement. On jase. Là, on jase et puis c'est le concept. Donc, j'ai envie que ça continue un maximum de temps. Et puis, tant que tu pourras continuer, je t'aiderai, je t'appuierai, c'est certain là-dedans. Et puis, si un jour ça décolle, on fait des commandes, je vais t'accompagner tout le temps parce qu'on a toujours fait. Tu m'as toujours fait confiance. Donc, c'est la moindre des choses de continuer. Et puis, c'est juste le plaisir. Voilà, au plaisir de la vie. Ça me fait pleurer. Arrête, je sais pas tout de suite. Non, c'est au troisième verre que tu pleures. Chris, ça fait juste... Pas encore. Pas encore. Mais...
Merci David d'être là, émission après émission. Merci à toute l'équipe. Merci d'être là. Ça me... Ça me fait chaud au cœur de... Je pensais pas verser des larmes aujourd'hui, mais ça me fait chaud au cœur de vous présenter toute l'équipe de nos émissions qui ont mis du cœur puis de l'effort semaine après semaine. Merci à vous qui nous écoutent. Continuez à nous supporter. Et puis, je vous garantis qu'on lâchera pas tout de suite. Il va y avoir saison 3, 4, 5, 6. Et puis, qui sait qu'est-ce que le futur nous apporte. Donc, merci à tout le monde ici. Merci à vous qui nous écoutent. Et puis, on vous laisse sur des extraits du prochain épisode. Merci, la gang. Félicitations. Merci, gros. Puis moi, c'est ce qui m'a amené à me former, puis je voulais les régler. J'avais toujours la perception que c'était réaliste. C'était possible à un moment donné d'arriver à un système parfait où tout allait bien pour les patients puis pour les travailleurs de la santé. Puis j'ai l'impression qu'on s'est éloigné de ça, puis que là, on a un fossé tellement grand que je sais même pas comment on va être capable de colmater les fissures du système pour être encore capable de faire face aux défis qui s'en viennent. Il faut passer d'une culture du blâme à une culture de sécurité psychologique. On est malheureusement encore dans une culture toxique. Fait que c'est de parler de ça, de valorisation, de culture, d'avoir des meilleurs outils technologiques, communauté soignante. Ça vient de l'idée où si demain matin tu as le diabète, peut-être que la meilleure personne pour t'éduquer sur ta maladie, c'est le médecin, parce qu'il a les connaissances puis il a été formé pour ça. Mais c'est peut-être aussi ton voisin que ça fait 30 ans qu'il a le diabète puis il connaît la maladie comme le fond de sa poche. Fait qu'on va le former, lui, puis il va devenir une ressource de plus pour aider à prendre en charge la population. Ça n'a juste aucun rapport d'avoir des cibles collectives plutôt qu'individuelles. Puis ça n'a aucun rapport qu'il soit associé à des pénalités plutôt qu'à de la motivation. Puis il n'y a aucun rapport que ce soit associé à la rémunération quand ça n'a aucun lien avec l'amélioration d'un système de santé. Il y a plein de chirurgiens qui veulent juste opérer plus. Mais on leur demande, on leur dit « t'as pas le droit d'opérer plus ». Puis là, on vient leur dire si t'opères pas plus, tu auras des pénalités. Mais ils seront pas plus capables d'opérer parce qu'il manque d'infirmières, manque de salles d'op, manque d'un thérapeute, manque d'anesthésiste, manque de lits à l'étage pour les hospitaliser. Donc, c'est une loi hypocrite dans ce sens-là, malheureusement.